Salut Luc-Éric, j'espère que tu vas bien. Oui, bonjour Elie, merci, ça va très bien. Bienvenue du coup dans ce podcast où on accueille justement nos clients, nos partenaires, nos investisseurs pour parler un petit peu start-up, entrepreneuriat, etc. Donc je suis ravi de te recevoir aujourd'hui pour ce troisième épisode. J'ai pas mal de questions à te poser, j'ai hâte de t'écouter. Avec plaisir. Et merci de me recevoir. Avec grand plaisir. On va commencer par parler un petit peu de toi. Je sais, hein, par tous les échanges qu'on a pu avoir, que tu es un entrepreneur aguerri. Ce que j'aimerais, c'est que tu te présentes tout simplement ton parcours scolaire, tes premiers jobs, tes premières entreprises, et puis ensuite on rentrera un petit peu dans le détail de tout ça. Alors, ça me fait remonter très loin en arrière, puisque à mon âge, j'ai un peu d'expérience maintenant. Alors, ma formation, je suis ingénieur en aéronautique de base. J'ai également un DESS Mhm. de l'ESSEC en management général et un DESS en finance d'entreprise et marché de capitaux de Sciences Po. Voilà. J'ai également des attestations de capacité pour effectuer tous les métiers de transporteur, personnes et marchandises. J'ai principalement travaillé dans le BTP, le transport et dans l'industrie. Voilà, donc 3 domaines d'excellence qui m'ont beaucoup formé et qui m'ont appris à manager, entre Mhm. guillemets. C'est-à-dire, puisqu'en fait, le bâtiment, le transport sont essentiellement des métiers d'hommes. Ouais. Et l'industrie également, c'est un métier qui est très exigeant, puisqu'on transforme de la matière première en un produit fini. Donc, on doit avoir la qualité, on doit avoir les meilleurs coûts. Et bien évidemment, on apprend beaucoup de choses. J'imagine. Et c'était quoi ton premier job à la sortie d'école? Alors, mon premier job, en fait, quand je suis sorti diplômé ingénieur, j'ai travaillé pour construire des plateformes, les poser partout dans le monde, donc sur de l'offshore, Ok. et poser des pipelines. Ok. Donc, mon premier job, ça a été de partir à l'étranger. Et la première destination que j'ai faite, ça a été l'Afrique noire pendant 9 mois. J'ai fait le Congo, le Gabon, le Nigeria, le Cameroun. Après, je suis parti aux Émirats arabes. C'était Dubaï en 1982, Ok. qui n'a rien à voir avec Dubaï d'aujourd'hui. C'était un désert, Dubaï, J'imagine. avec 5-6 tours, qui n'étaient même pas des gratte-ciel. Voilà, donc j'ai commencé de travailler sur plateforme en mer. Et je me souviens, une petite anecdote, du 14 juillet 1983, en mer du Nord, on tirait un pipe d'Ecofisc vers Emdal, qui sont 2 sites pétroliers. Et nous avons une tempête, stand-by météo, avec des creux de l'ordre de 12-15 mètres. Ok. Donc, très impressionnant. J'étais sur la plus grosse barge européenne qui faisait un peu plus de 300 mètres de long et 1600 tonnes de capacité de levage. Ok. Et tout le monde serrait les fesses parce que la mer du Nord, avec des 15 mètres de creux, c'est très impressionnant. Ouais, j'imagine. Voilà, J'imagine donc mon que ça. premier job, poser des plateformes en mer et poser des pipelines un peu partout dans le monde. Ok. Et je dois dire que ça a été certainement la plus belle expérience de ma vie. Ok. Et après, rapidement, tu as évolué. Alors rapidement, je suis passé dans le transport voyageur. D'accord. Rien à voir. Rien à voir. Voilà, j'ai travaillé ce qui s'appelait à l'époque la CGEA, Compagnie Générale d'Entreprises Automobiles, qui était une filiale de la Compagnie Générale des Eaux, qui est devenue au fil du temps Veolia. D'accord. Voilà. Après, je suis reparti dans le bâtiment où j'ai fait la partie électricité sur le ministère de l'Économie et des Finances. Ok. Je suis revenu au transport voyageur à l'âge de 30 ans, où j'étais directeur général d'une petite PME que j'ai portée de 9 millions de francs à 42 millions de francs, de 32 personnes à 96 en l'espace de 10 ans. Ok. Voilà. Et je suis retourné dans le transport marchandises, où j'étais président de la filiale d'un groupe basé à Rungis. Et en 2004, j'ai repris une première société. J'ai créé d'abord une première société qui s'appelait Nice to People, qui Ok. importait de Chine des produits électroniques. J'ai repris ma première société en 2005, qui s'appelait Sauve Femmes, société de vente et de fabrication mécanique, où on faisait des éléments de cockpit d'avion, donc ça Ok. s'appelle des faces d'avant, les faces Ok. avant rétroéclairées. Et depuis, j'ai repris une bonne quinzaine, 13 sociétés exactement, Ok. à la barre du tribunal, dans le cadre de spin-off ou de gré à gré. Ok, on en reparlera parce que ça, c'est une partie qui nous intéresse beaucoup, hein. Nous, dans notre cadre, on est amené à voir ce genre de choses. Donc, ce que je comprends, c'est que jusqu'à tes 30 ans et un peu plus, tu étais vraiment dans le monde, on va dire, de l'entreprise, du salariat. Et puis, un jour, tu t'es dit, OK, maintenant, je me lance à mon compte et je vais créer les choses par moi-même. Ouais, alors c'est exactement ça. En fait, j'ai été jusqu'en 2004 salarié, même quand j'étais président, j'étais salarié d'une structure. Et en 2004, il y a eu un déclic, c'est que j'ai eu mon dernier enfant, le 4e, qui est tombé gravement malade. Et j'ai décidé de quitter le monde le monde salarial pour passer à un monde d'entrepreneur. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé effectivement une carrière d'entrepreneur. Donc il y a un peu plus de 21 ans maintenant.
Ok. Et c'était cet aspect un peu de liberté qui t'a motivé justement de par cette situation? C'était au-delà de la liberté, c'était la soif de faire quelque chose pour moi-même. Ouais. Voilà, j'en avais un petit peu ras-le-bol d'avoir à rendre des comptes. À l'époque, le groupe dans lequel j'étais était une filiale d'une boîte qui s'appelle Perfectis, Mhm. une société de capital développement. Et le reporting mensuel avec t'es en dessous de 0,5, t'es au-dessus de 0,5, t'as pas atteint les objectifs, etc. Ouais. Au bout d'un an et demi, ça m'a vulgairement, entre guillemets, gavé. Et je me suis dit, mais ce que je fais pour les autres, je vais le faire Ouais. pour moi-même. Après tout, il y a la dimension, elle change un tout petit peu, Oui. mais c'est toujours les mêmes objectifs. Et en 2004, j'ai dit, écoutez, ciao la compagnie, je profite du fait que mon fils soit gravement malade, pour me lancer tout seul. Alors, je gagnais moins bien ma vie, mais le plaisir a été décuplé. Et je ne regrette absolument pas ce changement d'étape. Et il y avait aussi une chose dont tu m'avais parlé, qui m'avait marqué au tout début de notre collaboration. Tu m'avais parlé de cet aspect, du fait de transmettre quelque chose. Quand on est entrepreneur, on peut transmettre quelque chose. Ouais. Alors, c'est quelque chose que j'ai toujours eu au fond de moi. Mhm. D'abord parce que j'étais président de plusieurs associations professionnelles, de plusieurs syndicats, mais j'ai toujours essayé de faire du mentoring. Donc, j'ai fait de la formation à l'école, j'ai formé des gens à la Banque de France, je suis intervenu au niveau politique pour faciliter la vie des jeunes. Je pense que notre devoir de transmettre est important. Voilà, on peut avoir la réussite ou pas la réussite, mais dans nos échecs comme dans nos réussites, on peut transmettre un savoir-faire, des recommandations et aider un certain nombre de personnes à se surpasser et à devenir ce qu'ils ont envie de faire. Voilà. Ouais. Donc le fait de transmettre, ouais, c'est important. J'essaie de le faire à travers mes enfants, mais également je l'ai fait beaucoup à travers d'autres personnes. Ouais, j'imagine. J'imagine. Et on le ressent même quand on parle avec toi et même à travers ce genre d'échange, c'est hyper intéressant donc merci encore d'être présent. Je veux revenir sur cet aspect reprise d'entreprise. Donc, Oui. c'est là où tu as commencé. Je me posais la question avec mon associé, comment en tant qu'entrepreneur tu sais, tu vas te dire ok, celle-là, cette entreprise, j'ai envie de la reprendre parce que on peut se dire ok, c'est peut-être une entreprise en difficulté. Comment tu vas voir l'opportunité? Et comment tu vas être sûr de toi pour... Alors, on n'est jamais sûr de la reprise. Il y a toujours un risque d'échec, d'accord ? Ouais. La reprise d'entreprise, quelle qu'elle soit, que ce soit une entreprise in boni ou une entreprise à la barre du tribunal, il y a toujours un risque. D'ailleurs, ce risque-là, il faut savoir le mesurer, il faut savoir l'appréhender. Je dirais qu'il y a 3 aspects prépondérants dans la reprise d'une entreprise. Un, c'est quelle est ma valeur ajoutée liée à la reprise ? Est-ce que je suis capable d'apporter quelque chose ? C'est-à-dire, si c'est un problème de gestion, est-ce que je suis capable de redresser les finances? C'est un problème commercial. Est-ce que je suis capable d'intervenir? Si c'est un problème technique, est-ce que je suis capable d'apporter? Donc, c'est quelle est la valeur ajoutée que soi-même on est capable d'apporter pour redresser la barre ou continuer à améliorer les performances. Premier aspect. Deuxième aspect, il est managérial. Il faut que l'équipe avec laquelle on travaille, on soit accepté et on puisse la manager. Parce qu'on ne peut pas travailler contre les gens, on peut travailler qu'avec les gens. Donc, deuxième aspect, c'est mesurer quel est l'impact de la culture d'entreprise et l'aspect managérial. Comment est-ce qu'on va s'intégrer et comment on va intégrer l'équipe dans la nouvelle culture que l'on veut éventuellement mettre en place. Et le troisième aspect, bien évidemment, c'est les finances. Est-ce qu'on a la capacité aujourd'hui à couvrir le BFR? Et est-ce que le BFR qu'on a mesuré, c'est effectivement le BFR qu'on a bien estimé? Parce que s'il n'y a pas assez de trésorerie, on court à la catastrophe. Donc, 3 paramètres prépondérants, sa valeur ajoutée propre, le management et les finances. Les finances, très clair. Et justement, ces entreprises que tu reprends, concrètement, comment ça se passe? Tu arrives, c'est au tribunal ou alors c'est via ton réseau? Comment tu les trouves? Alors, en fait, il y a eu plusieurs aspects. Il y a eu, pareil, 3 cas de reprise. Okay. Premier cas, c'est le spin-off. C'est-à-dire un groupe qui se sépare d'une entreprise, qui est prêt à payer pour couper une branche d'activité. J'ai fait 2 reprises dans ce cadre-là. Et bien m'en a pris, puisque pendant 10 ans, j'ai eu l'entreprise assez bien développée. Dès la première année, elle est en bénéfice. Après, il y a eu des déboires, mais bon, peu importe, ça fait partie de l'histoire. Mais voilà, spin-off, on négocie avec un groupe qui veut se séparer d'une branche d'activité. Ça peut être très intéressant parce qu'ils sont prêts à payer. C'est-à-dire qu'en fait, on a un prix positif. Oui. Là, on est payé pour reprendre la société. Donc ça, c'est intéressant. Deuxième aspect, c'est le gré à gré. J'ai fait également des reprises de gré à gré avec ce qu'on appelle un earn-out. Ça veut dire qu'on détermine un prix de base et c'est un prix en fonction des résultats qui est payé dans le futur. D'accord. Donc le earn-out également intéressant, c'est quelque chose qu'il faut envisager. Ça évite de sortir tout de suite du cash et on assoit le paiement sur les performances de l'entreprise. Et le troisième aspect que j'ai fait le plus souvent, c'est la reprise à la barre du tribunal.
Ça veut dire que c'est des entreprises qui sont en redressement judiciaire, en plan de continuation ou dans le cadre d'une procédure d'observation. Et en fait, l'administrateur fait un plan de cession et souhaite avoir un plan de cession qui est mis en œuvre. Et là, on se positionne. Donc, c'est un peu un appel d'offres. Ouais. Il y a plusieurs entreprises qui répondent et il faut que notre offre soit considérée par le tribunal comme étant la mieux disante. Ok. Ça a des avantages parce que bien souvent, on se retrouve avec des actifs qui sont sous-valorisés. D'accord? Donc, on va racheter des actifs. On va également faire, entre guillemets, son marché au niveau de l'environnement de l'effectif. Ouais. Donc, on peut passer de 50 à 10 personnes, par exemple. J'exagère et je caricature un petit peu. Mais on dit, voilà le périmètre que je reprends. C'est tels actifs, c'est tel niveau de personnel et c'est tel niveau de crédit-beau. Ok. Voilà. Donc, derrière, on fait un package. Il faut qu'on le vende au tribunal. Donc, il faut que le président, le juge-commissaire, considère que l'offre que l'on propose est la meilleure et la plus adaptée. Ouais, et cohérente. Voilà. Et ça, tu le faisais tout seul ou tu étais entouré de Alors, gens au départ, experts j'étais dans- entouré d'un ami qui était avocat spécialiste, Jean-Charles Gancia, pour le citer, que je salue d'ailleurs à l'occasion, qui m'a appris beaucoup de choses sur la reprise d'entreprise, avec des plans de continuation, des modalités de paiement sur 5 ans, sur 10 ans, voilà. Donc, j'ai appris beaucoup au contact des gens que je côtoyais, avec lesquels on faisait des formations. Et grâce à lui, j'ai pu reprendre 7 ou 8 entreprises à la barre du tribunal. Ok. Et est-ce qu'il y a une chose que tu as toujours fait au moment où tu reprends une entreprise, peut-être une chose que tu as fait à chaque fois, peut-être, je sais pas, un dîner avec les équipes, j'en sais rien. Non, c'est rencontrer et aller sentir l'entreprise. Ok. C'est important. C'est-à-dire que je ne reprenais pas une entreprise si je l'avais pas visitée, Ok. si je n'avais pas discuté avec les salariés, si je m'étais pas baladé dans l'environnement. Si c'est une entreprise industrielle, fallait que je fasse le tour de l'atelier, fallait que je sente les machines, que je vois le personnel, que je discute éventuellement avec eux. Il y a quelque chose qui me paraît essentiel, c'est qu'on ne reprend pas une entreprise sur un papier. On reprend une entreprise en la visitant. Il faut qu'on sente, il faut que le feeling d'entrepreneur que l'on a s'opère pour qu'à un moment donné, on se dise, celle-là, je la veux. Ouais. Ou celle-là, c'est pas pour moi. Ok. C'est essentiel. Et t'en visitais combien, par exemple, le moment où tu dis, ok, je vais reprendre une Je crois entreprise? que je peux même pas les compter. Ah ouais, oui. Oui, parce que j'ai pas repris toutes les entreprises sur lesquelles je me suis positionné. Il y a eu forcément des tribunaux de commerce qui n'ont pas donné suite à mes propositions et des entreprises que je convoitais que je n'ai pas pu reprendre Ouais. parce que l'offre était pas la meilleure. Donc du coup, j'ai dû en visiter, je dirais entre 50 et 60, sans compter que je me suis également implanté en Allemagne et qu'en Allemagne, j'ai voulu reprendre des entreprises industrielles. Ouais. Parce que l'industrie en Allemagne est beaucoup plus prépondérante et plus forte qu'elle ne l'est en France. Donc j'ai même visité des entreprises en Italie, en Suisse, en Espagne, en Allemagne. Donc j'ai visité beaucoup d'entreprises en me disant il faut avoir un environnement européen Ouais. pour être opérationnel. Donc l'une des plus belles entreprises qui me paraissait la plus intéressante était située à Bologne, en Italie, Ok. spécialisée dans des machines vibratoires et des machines pour nettoyer les matériaux. Ok. Moi, c'est une société qui faisait 60 millions d'euros, qui était centenaire. C'est le père qui avait créé, le fils qui l'avait développé, le fils voulait partir à la retraite. Et je m'étais positionné avec un fonds de capital anglais. Ok. Voilà. Et ça n'a pas pu se faire au dernier moment. Voilà. Mais ces belles entreprises, le rachat, c'était 30 millions d'euros quand même. Ah oui, quand même. Ouais, parce que l'EBIT, c'était, de mémoire, c'était autour de 8-9 millions d'euros Oui. chaque année. Donc, il y avait un EBIT qui était significatif et du coup, la valeur de l'entreprise était très élevée. Ok, hyper intéressant. Et ok, donc après cette carrière d'entrepreneur, et en parallèle de cette carrière d'entrepreneur, j'ai vu aussi sur Internet que tu as eu d'autres activités, notamment auprès du MEDEF, si je ne Oui. dis pas de bêtises. Est-ce Oui. que tu peux nous raconter comment on arrive dans cet organisme-là et qu'est-ce qu'on fait? Alors, comment on y arrive? On est coopté et puis bien, on postule comme dans toutes les associations. Le MEDEF, c'est quand même, ça reste aujourd'hui l'une des valeurs les plus importantes au niveau, et la plus entendue peut-être, au niveau de la représentation syndicale patronale. Donc, je suis rentré au MEDEF 71, Saône-et-Loire. Très rapidement, j'ai pris le poste de vice-président. Je suis devenu administrateur du MEDEF Île-de-France. Ok. Vice-président de la commission internationale du MEDEF Île-de-France. Voilà, et puis j'ai beaucoup travaillé pendant une dizaine d'années. J'ai beaucoup travaillé en essayant d'apporter des choses, notamment sur le côté législatif, sur le côté financier. Voilà, j'ai rencontré la présidente du Conseil régional d'Île-de-France, Valérie Pécresse. On a travaillé avec beaucoup de gens, les préfets. Voilà, donc ça amène effectivement à la fois tisser un réseau, mais en même temps apporter un petit peu
de l'écoute au niveau des gens qui sont censés nous diriger, donc les politiques, pour amender un certain nombre de points. Donc ça a été une chose. J'ai été également président du Centre national de la sous-traitance industrielle, président du GIPCO, qui est le groupement des industries de la plasturgie et des composites dans le nord de la France, vice-président de la Fédération de la plasturgie. Voilà, donc j'ai exercé beaucoup de mandats syndicaux professionnels, avec toujours le but de défendre les TPE, PME. Parce que aujourd'hui, ça représente 80-85% du tissu industriel, et il me semblait que la voix des TPE, PME n'était pas suffisamment entendue. Voilà. Donc il fallait avoir un véritable fer de lance, et c'est quelque chose que je continue à faire. Du reste, je suis encore porte-parole d'un syndicat qui s'appelle Plastalliance, qui est un syndicat de la plasturgie. Voilà. Et puis j'ai œuvré au niveau politique. C'est une bonne transition justement pour la prochaine question. Je voulais en savoir un peu plus sur... Voilà, il me semble que tu as été élu local. Oui, j'ai été maire adjoint, en charge de la politique de la ville, de l'économie et de l'emploi. Donc pendant 4 ans, j'ai été maire adjoint. Après, j'ai été dissident, donc j'étais dans la majorité. J'étais dissident parce que je considérais que le maire de la ville n'avait pas de vision prospective du développement de sa ville. Et j'avais un projet de développement avec l'implantation d'une zone d'habitat protégée, un écoquartier, ça s'appelle un écoquartier. Et puis je voulais développer beaucoup plus la partie économique. Je trouvais qu'on n'était pas suffisamment ouvert aux entreprises et que le peu de zones d'activité qu'on avait sur la commune ne correspondait pas au nombre d'habitants. 14 500 habitants pour quelques entreprises. C'est pas significatif. Donc, je me suis positionné comme maire adjoint. J'ai été tête de liste, candidat tête de liste. Donc, je suis arrivé 4e sur 4. Voilà. Mais j'ai fait un très bon score. 12% au premier tour et 9,8% au second tour. Pour une première, c'était pas mal. Et je me suis présenté également en tant que candidat aux législatives en 2017. Donc, lors du premier mandat. Et c'est la vague macroniste qui a tout balayé. Voilà. Donc, je n'ai pas été élu. Sur 17 candidats, j'ai dû arriver au 11e ou au 13e. Voilà, un truc comme ça. Et ça, la politique, c'est vrai que c'est une forme aussi peut-être d'entrepreneuriat où on a envie de changer les choses. Alors, il y a l'envie et, il y a le souhait et le concret. Malheureusement, on se rend compte que dans le pays, hormis quand on est maire, qui est un mandat très particulier maire, parce que quand on est un véritable maire, on est capable d'influer sur la politique de la ville et d'apporter de véritables changements. Quand on est député, quand on est au sein d'un conseil municipal, on est un pion et on n'apporte pas grand-chose. Voilà. Faut être honnête, on a beau apporter des idées quand on est maire adjoint, c'est pas nous qui les mettons en place, c'est le maire qui décide. Donc, c'est le maire qui va faire voter un certain nombre de projets, qui va décider pour la majorité et qui va mettre en place. Donc, en tant que maire adjoint, on suggère, mais on décide pas. Première chose. Député, je me suis rendu compte que, on était dans l'Assemblée, mais on est dans un groupe. Et il faut suivre le groupe. Donc, la politique, c'est joli, mais malheureusement, on n'a pas beaucoup d'influence sur les changements que l'on veut faire. Donc, on peut défendre, on peut gesticuler dans tous les sens. Après, il faut être quelqu'un qui est entendu. Et ça demande beaucoup d'abnégation, la politique. C'est pour ça que j'ai arrêté. Ok, très clair. Avant de passer sur les sujets plus actuels, je voulais te poser une question assez simple. C'est si aujourd'hui tu devais parler à un jeune de 20 ans qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat, ça serait quoi ton conseil ? Ne pas hésiter à y aller, c'est la première chose. Croire en son projet, bien mesurer les opportunités, les défauts. Ne pas écouter les détracteurs. Il y aura toujours plus de détracteurs que de gens qui vont encourager. Donc ne pas écouter. En tout cas, ne pas en faire totalement cas. Il peut y avoir de bonnes idées dans les détracteurs, il faut en tenir compte. Mais si on est sûr que son projet, il a une chance de vivre, il faut y aller. Donc, d'accord. Donc, ne pas se résigner. Entrepreneur, c'est un combat de tous les jours. Il y a les clients, il y a les banquiers, il y a les fournisseurs, il y a le personnel. Voilà, c'est un combat de tous les jours. Mais c'est un combat qui vaut la peine. Parce qu'on crée de la valeur ajoutée, on crée quelque chose et on se fait plaisir. Donc, un jeune qui a envie d'y aller, allez-y. Maintenant, est-ce qu'il faut y aller en France ? J'en suis pas sûr. J'en suis pas convaincu. Je pense qu'en France, on a un regard un peu négatif sur l'entreprise et sur l'entrepreneuriat. Contrairement à certains autres pays comme l'Italie, comme l'Espagne, comme l'Allemagne, l'Angleterre, où l'entrepreneuriat est valorisé, en France, il est dénigré. On voit bien aujourd'hui à travers les campagnes de LFI, à travers les campagnes d'une gauche qui se veut progressiste, mais en fait, elle est régressive. L'entrepreneuriat en France n'a pas bonne presse. Donc moi, si j'étais jeune aujourd'hui avec 40 ans de moins, puisque j'en ai 65, j'irais jusqu'au bout de la démarche, mais certainement pas en France. Merci. Avis aux jeunes, du coup, qui veulent se lancer.
Parlons maintenant de ton actualité. Donc nous, on s'est connus grâce à New World Wine, Oui. qu'on accompagne dans sa levée de fonds. Voilà, on va en parler, rentrer un petit peu dans les détails. Si tu devais me pitcher l'idée et le concept de New World Wine, en 2 phrases. Allez, en 2 phrases. Un produit révolutionnaire qui se veut smart grid, c'est-à-dire système de production énergie malin, que l'on peut installer, déployer partout, et qui permet effectivement de générer de l'énergie assez facilement, librement, puisque le vent est gratuit et que dès que ça souffle, on produit de l'énergie. Exactement. Donc on est sur un système de micro-éolienne qui est adapté dans différentes formes. Alors, c'est dans une forme qu'on appelle Ok. l'aérolif, mais cette aérolif, elle peut être déclinée à travers des structures qu'on appelle des arbres. Donc, ce sont des structures biomorphiques, mais elles peuvent être surtout installées sur les toits des immeubles. Et l'objectif, c'est utiliser le toit comme support pour générer de l'énergie grâce aux aérolifs et grâce au vent qui souffle. Parce que quand on est à 20-25 mètres, le vent est constant, il est assez fort, et on utilise cette force naturelle pour générer une rotation, et avec une dynamo, on crée de l'énergie. Exactement, c'est le b.a.-ba de l'électricité. Très bien. Et donc raconte-nous le déclic qui t'a fait commencer cette aventure. Alors, c'est simple. 2016, l'entreprise chaudronnerie dans laquelle j'étais actionnaire et dirigeant d'ailleurs, était sous-traitant de New Wind, qui était l'entreprise qui a créé, à travers Jérôme Michaud-Larivière, que je salue au passage, qui a créé l'arbre à vent. Donc nous sommes sous-traitants et New Wind dépose le bilan. J'ai une petite facture de l'ordre de 30 000 euros qui m'est due et je me dis, maintenant le truc est vachement intéressant. À l'époque, il y avait Montebourg qui était à l'intérieur de l'entreprise, qui était entré au capital, donc qui s'était un petit peu glorifié de ce produit-là. Et je me suis dit, attends, il y a quelque chose à faire. Et je voyais tout de suite 2 aspects. Un, l'internationalisation du produit. Okay. Je me suis dit, ce produit-là, il a une capacité à être exporté directement. Et 2, je me suis dit, le marché sur lequel on s'adresse, qui est le marché de l'énergie, c'est quelque chose qui va être explosif. Et ce sont ces 2 critères qui m'ont conduit à me positionner à la reprise, à la barre du tribunal de Saint-Brieuc, de l'entreprise New Wind. Et j'ai repris les actifs de l'entreprise. Et avec Yann Michael, qui est mon fils aîné, nous avons développé le concept. Juste pour information, pour donner quelques chiffres, quand on a repris, il y avait 5 prototypes qui étaient installés. Chaque aérolif sortait maximum 150 watts et coûtait une fortune. On était autour de 100 000 euros de prix de revient. Okay. D'accord ? Au total, un arbre, c'était à peu près 100 000 euros. Aujourd'hui, nous avons des génératrices qui font de base 300 watts. On a une de 500 watts, une de 1000 watts. On a sorti une nouvelle aérolif, beaucoup plus performante, 3 à 4 fois plus performante que la précédente. On a un catalogue de produits, de 9 produits différents, mais surtout, nous avons installé 200 produits environ dans 42 pays. Ok, on reviendra sur justement cet aspect international et le nombre de produits que vous avez pu installer avec ton fils. Juste pour comprendre d'un point de vue vraiment technologique, sans révéler évidemment la secret sauce, il y a beaucoup de solutions de micro-éoliennes qui sont sorties sur les dernières années. C'est quelque chose dans l'air du temps. Pourquoi New World Wine et son aérolif est plus performant ? Alors, pour une raison simple, c'est que nous, on utilise le vent comme toutes les micro-éoliennes, mais que derrière, on gère la capacité de production de l'énergie. C'est-à-dire qu'en fait, on a mis une microcarte électronique qui est à l'intérieur de l'aérolif et maintenant externalisée. Oui. Et à travers cette carte électronique, on gère la production. C'est-à-dire qu'en fait, le vent étant par nature instable, d'accord, il varie toute la journée. Il faut qu'on soit capable de capter le maximum d'énergie de ce vent pour pouvoir le restituer sous forme électrique. J'ai donné juste un exemple très concret. On vient d'installer 2 Winbush, qui est donc le plus petit modèle, sur l'île de Turks et Caicos, à Antigua. La problématique de l'école, c'était d'utiliser le solaire et la nuit, d'être capable de recharger les batteries. Or, dans la journée, le soleil, dans les Caraïbes, il n'y a pas de souci. Oui. La nuit, par définition, le soleil, il brille pas. Ils se retrouvaient le matin, quand les enfants arrivaient à l'école, avec des capacités de batterie de l'ordre de 5 à 10%. Okay. Donc très faible, et ça ne lui permettait pas, effectivement, de générer l'énergie. On lui a installé les aérolifs. Rien que durant la nuit, la capacité des batteries le matin, quand ils arrivent, elle est entre 50 et 55%. Il est passé de 5 à 10 à 50-55%. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'avec uniquement 24 aérolifs, on a été capable de générer suffisamment d'énergie avec le vent qui est présent dans les Caraïbes pour augmenter la capacité de stockage des batteries et donc de restitution de l'énergie. Voilà. Donc on a quelque chose qui est pertinent.
facile à installer, pas très cher, mais qui permet d'utiliser cette force naturelle du vent pour créer de l'énergie. Ok. Et la vision que tu as avec New World Wine, c'est de continuer à installer ces arbres, justement, ou alors... Alors, les arbres, oui, parce que c'est ce qu'on appelle un showcase. Ouais. Donc en anglais, c'est un outil de démonstration. On a quelque chose qui est assez simple à utiliser et qui parle de lui-même. L'objectif réel de New World Wine et l'objectif que j'affiche, c'est d'installer des aérolifs sur tous les toits des buildings du monde. Partout, partout. Pourquoi? Parce que même dans des endroits où il n'y a pas beaucoup de vent, quand on est à 25-50 mètres d'altitude, le vent souffle. Il suffit de monter sur le toit d'un immeuble, on met un anémomètre, on va se rendre compte que le vent va souffler à 10 mètres par seconde minimum. Et là, on génère de l'énergie. Et immédiatement, pas de travaux de génie civil, facile à installer, pas de maintenance spécifique, pas de vibration, que des avantages. Oui. Voilà. Et beaucoup plus efficace aussi que le solaire, du coup, parce qu'on est sur 24 heures sur 24. 24 sur 24, 7 jours sur 7, parce que le vent souffle constamment. Alors que le soleil, il brille entre 6 et 12 heures par jour. Oui, et plus la production des panneaux solaires qui est aujourd'hui assez stratégique. Alors, la production des panneaux solaires, c'est simple. Je vais faire une courbe avec la main. C'est une courbe de Gauss. À midi, je suis au maximum. Avant, je suis très bas. Et après, je suis aussi très bas. Donc, cette courbe de Gauss, elle est comme ça. Et globalement, on estime que la puissance moyenne est autour de 40% des valeurs pics. Voilà. Alors que nous, dès que ça souffle, on produit. Oui, et la production des panneaux en tant que tels qui sont produits en Chine, etc., c'est aussi un problème que vous n'avez pas avec New World Wine. Alors, les panneaux aujourd'hui qui sont produits en Chine, je ne vais pas les décrier, ils sont performants. Il n'y a pas de souci, ils ont bien amélioré. Mais ça nécessite de la maintenance. J'ai donné juste 2 exemples. Dubaï et Dammam. Dubaï dans les Émirats arabes, Dammam en Arabie saoudite. Tempête de sable. Le sable vient se poser sur les panneaux solaires. Une fine pellicule, on obtient une rentabilité, enfin une efficacité de l'ordre de 10 à 15%, qui nécessite une maintenance toutes les semaines pour qu'il y ait quelqu'un qui vienne et qui nettoie les panneaux solaires. Avec nos produits, peu importe qu'il y ait du sable ou pas, parce qu'on va toujours avoir une fine pellicule qui va se déposer, on produit exactement le même niveau d'énergie. Pas de maintenance. D'accord? Donc il y a des pays effectivement très ensoleillés, mais malheureusement il y a un inconvénient, ça génère de la maintenance. Ouais. Avec nos produits, rien du tout. Ok, très clair. Concernant New World Wine, il me semble qu'en 2023, c'est plus d'1,6 million de chiffre d'affaires. En 2024, ça a aussi augmenté. Alors, en 2024, on a fait 2,3 millions d'euros de chiffre d'affaires et en 2023, on a fait 1,4 million exactement. Okay. Donc, on a quasiment doublé le chiffre d'affaires. Voilà, et j'espère que cette année, ça sera aussi une belle année. Okay. Quelle est la stratégie justement pour arriver à encore doubler? C'est quoi? C'est toujours installer plus, alors, avoir du récurrent? C'est la récurrence. Parce qu'avec les arbres, malheureusement, on n'a pas de récurrence. Quand un client commande un arbre, il ne va pas en commander un deuxième pour l'installer sur son usine. L'objectif, c'est de se dire, on installe 20 aérolifs aujourd'hui sur le toit de l'immeuble, demain on peut en installer 40, et puis si le toit le permet, pourquoi pas 100? Oui. Voilà. Donc ce qu'on veut, c'est la récurrence. S'intéresser aussi aux grands groupes. Pourquoi? Parce que 2030, il y a une législation européenne qui prévoit que 40% de l'énergie consommée doit provenir du renouvelable. Donc nos produits sont complètement adaptés. Et on va avoir un produit qui vient en complément de l'intermittence solaire. Donc, il y a le solaire, c'est une bonne chose, les prix sont pas très élevés, il y a nos produits. Et l'un peut fonctionner avec l'autre. Oui. Voilà. Donc, je pense très sincèrement que le marché, il est complètement open et que demain, le marché, il va faire que grossir. Et puis, on vient d'ouvrir aux États-Unis, puisque depuis décembre 2018, j'ai ouvert une filiale là-bas. Je viens d'embaucher quelqu'un aux États-Unis, un directeur qui va devenir associé de la filiale américaine, Olivier Lubec, que je salue également. L'objectif, c'est de développer le marché américain et d'être très présent à travers nos aérolifs. Et justement, c'est dans ce contexte-là qu'on s'est connus, parce qu'il y a une levée de fonds donc, avec New World Wine en ce moment. Oui. Et l'objectif, c'est, si j'ai bien compris, d'aller développer à fond ce marché US. Complètement. Il y a eu d'abord la politique de Joe Biden pour les énergies renouvelables. Aujourd'hui, il y a plusieurs États, il y a à peu près une quinzaine d'États aux États-Unis qui sont très fortement ancrés et qui ont une target très précise, c'est on développe l'énergie au maximum. Moi, je vois, j'étais dans le Kansas, à Wichita, puisqu'on travaille avec l'université de Wichita et Deloitte en particulier. Donc, ils ont implanté beaucoup d'éoliennes et beaucoup de panneaux solaires. L'objectif, c'est d'implanter des micro-éoliennes dans ces quinzaines d'États qui sont très axés sur les énergies renouvelables, énergies renouvelables. Et je pense que nos produits vont beaucoup plaire. On a déjà installé 7 produits aux États-Unis. L'objectif, c'est de continuer sur cette dynamique et de promouvoir nos produits. Oui, parce que plus tu vas en installer, plus les gens vont les voir et donc plus les gens vont avoir envie d'en avoir. On vient de se rendre compte, parce que toutes les semaines, on a un webmaster qui publie sur LinkedIn, Facebook et Instagram, le nombre de gens
qui nous suivent aux États-Unis et qui font des commentaires. Est-ce que c'est disponible? Combien ça coûte? Comment est-ce qu'on le déploie? Comment est-ce qu'on l'installe? On a vraiment des gens qui sont très intéressés. Alors, ce sont encore des particuliers, pas beaucoup d'entreprises, mais avec l'intervention d'Olivier, on est en train de communiquer sur le marché de l'entreprise, sur des grands groupes. Et là, à mon avis, ça va matcher très, très vite. Trop bien. Tu es beaucoup porté sur l'international. Quel est l'endroit le plus original où tu as installé une aérolif? Le plus original, peut-être Abu Dhabi, en plein centre-ville, sur une station-service, avec un banc pour que les gens puissent s'asseoir, connecté à un EV charger, donc un chargeur de véhicule électrique. On s'est posé la question avec Yann Michael s'il était opportun que ce produit soit là, mais c'est super sympa, en plein cœur d'Abu Dhabi, de trouver un de nos produits. Et il me semblait aussi qu'il y avait en Antarctique. Alors oui, tu as raison. En fait, en Antarctique, on a une base vie espagnole qui a installé 3 aérolifs pour alimenter la radio, parce que pendant 45 jours, de mémoire, ils sont complètement livrés à eux-mêmes. Et en fait, l'objectif, c'était d'alimenter le poste radio avec 3 aérolifs. J'ai pas eu de retour. J'espère qu'ils sont toujours vivants, d'ailleurs. Mais j'ai pas eu de retour, mais on n'a jamais eu de plainte. Donc, ça veut dire que ça doit fonctionner. Pas de nouvelles, bonne nouvelle. Et dernière question sur New World Wine. Donc, tu travailles avec ton fils. Vous êtes 2 aujourd'hui à porter la société. C'est assez fou d'ailleurs. C'est comment de travailler en famille comme ça? C'est plaisant et compliqué à la fois. Plaisant parce que c'est cette transmission que j'aurais aimé que mon père fasse avec moi. Parce que j'ai pas eu l'opportunité de travailler avec mon père qui lui-même était chef d'entreprise. Donc, le fait de travailler avec mon fils, c'est un véritable plaisir, même si c'est compliqué, mais ça reste d'abord un plaisir. L'objectif, c'est de pouvoir lui transmettre cette entreprise, de transmettre du savoir-faire, tant en termes financiers qu'en développement commercial. Et voilà, il y a ce côté de transmission qui est important. Où c'est compliqué, c'est que on a un rapport père-fils. Donc, j'aurais aimé que de temps en temps, soit un rapport patron-salarié. Et voilà, la frontière, elle est très fine, très ténue. C'est pas toujours très, très simple. Et des fois, j'aimerais lui faire passer des messages qu'il prend mal parce que c'est mon fils, mais qu'il prendrait bien si c'était un pur salarié. Voilà. Le gros avantage, c'est qu'on a chacun notre propre expertise, nos propres savoir-faire. Il est plus technique, plus fin que moi. Voilà, il ressent plus facilement les choses techniques que moi. Peut-être parce que j'ai fait trop de commercial et de gestion d'entreprise et que j'ai oublié un peu le côté technique. Mais voilà, on a ce côté complémentaire. Et je dois dire que ça marche à 95%, je suis très fier de lui et très content de bosser avec lui. Très bien. Je l'ai ressenti dans les repas et même les workshops qu'on a eu l'occasion de faire ensemble. Cette complémentarité, on la sent bien. Donc voilà, il faut qu'à un moment donné, je puisse lâcher un peu la bride, peut-être un petit peu plus, pour que lui-même il puisse s'épanouir. Il a pris beaucoup d'assurance. Il faut quand même savoir qu'au départ, parler anglais pour lui c'était compliqué. Aujourd'hui, il manage des réunions en anglais en visio, donc il se débrouille très très bien. Il va faire des chantiers tout seul, donc non, je suis content à la fois de l'évolution et du fait de travailler ensemble. Trop bien. Très bien pour cette partie New World Wine. J'aimerais qu'on parle d'un sujet d'actualité. Tu es aux États-Unis via ta filiale. On a vu cette semaine les annonces de Trump sur les frais de douane, etc. etc. Comment ça peut impacter ton business ou tes business et quel est ton regard un petit peu avec le recul que tu as? Alors, un regard en tant qu'inquiet, en tant qu'Européen, c'est inquiétant. Pourquoi? Parce que tous les produits qui rentrent sur le marché américain, comme on exporte vers les États-Unis, pour l'instant on ne fabrique pas, forcément ça va renchérir le coût de vente puisque le client va payer des taxes supplémentaires. C'est pas le but premier. Par contre, ça peut être une opportunité parce que, comme je le disais tout à l'heure, j'ai embauché quelqu'un aux États-Unis depuis le 1er janvier. Son objectif, c'est de faire du sourcing. Donc, l'opportunité, c'est de fabriquer maintenant aux États-Unis. Donc, on va trouver des chaudronniers pour fabriquer nos structures acier. On va trouver des électriciens pour fabriquer nos armoires. Et puis, on va mettre Made in America. Parce que n'oublions pas que les États-Unis, c'est d'abord du protectionnisme, c'est du patriotisme. Donc, le Made in America devient très important. Et voilà, il faut savoir saisir un inconvénient comme une opportunité. C'est le rôle d'un entrepreneur. Et ça, ce qui est bien, c'est qu'en fait, toi, tu avais anticipé dès le début en créant, il y a quelques années déjà, une filiale aux États-Unis. Décembre 2018, ouais. Ouais, tu avais anticipé, quoi.
Ouais, décembre 2018, j'ai créé à Miami la filiale. Aujourd'hui, elle est basée à New York. On va peut-être la rapatrier avec Olivier sur Miami, puisque en fait, c'est assez facile. Oui. Ce sont des droits de travaux, ce qu'on appelle permit to work. Donc, on va peut-être rapatrier à Miami la structure et on va avoir l'expert comptable, etc., qui va être basé à Miami. L'objectif, c'est depuis ça, créer un warehouse probablement à Wichita au Kansas, qui est assez central et qui va nous permettre d'irriguer un peu partout, nord, sud, est, ouest, et d'avoir une véritable structure d'assemblage, de fabrication, de vente, voilà, etc., aux États-Unis. C'est vraiment l'objectif premier parce que je pense que ce soit l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, il y a de véritables besoins. Oui, c'est sûr. Et même de l'autre côté du globe, en Asie, il me semble que tu étais récemment à Taïwan pour installer aussi. Taïwan, on a installé à Hoping, la ville de Hoping. On continue, on a installé à Hong Kong. Là, on part à Japon, sur la ville de Matsumi. On va installer, qui est dans la province d'Hokkaido. On va installer des produits. On est présent vraiment partout, quoi. On va en Australie à Perth. Voilà, il y a que l'Inde pour l'instant, parce que l'Inde, c'est un peu plus compliqué. La roupie est quand même pas très élevée. Hein. 1 euro, ça vaut, 1 euro, ça vaut 700 roupies de mémoire. Ouais. Donc, le ratio, ou 70 roupies, je sais plus, mais le ratio, il est quand même pas des plus performants. Donc, l'Inde, pour l'instant, on n'y est pas. Ok. On vous le souhaite pour bientôt. Pour finir cette interview, ce podcast, j'ai préparé quelques questions en mode un petit peu vrai-faux. Allez. Donc, tu peux argumenter ou non, en fonction de ce que tu ressens. Je me lance. Donc, l'éolien, ça produit moins que le solaire. Faux. Tout dépend des vitesses de vent. Donc, il y a un paramètre qui est important. C'est pareil sur un solaire. On installe au nord de la Suède des panneaux solaires, il y a peu de production. On installe des micro-éoliennes, ça va produire. On installe, je sais pas, au Mozambique ou en Tanzanie, des panneaux solaires, ça va produire. Peut-être qu'il y aura un peu moins de vent. Donc, non, c'est une question de paramètres. Oui. Voilà. Il y a des avantages à l'un et l'autre. Il y a des inconvénients à l'un et l'autre. L'éolien, ça détruit les paysages. Ça dépend lequel. Nos micro-éoliennes s'accommodent, elles sont customisables, totalement silencieuses, pas d'impact sur les oiseaux, on joue le rôle d'épouvantail. Donc c'est pas vrai, les micro-éoliennes ne détruisent absolument pas le paysage, parfaitement intégrés. Les grandes éoliennes, effectivement, il y a une polémique là-dessus. Personnellement, je trouve pas ça très très beau. Ouais. L'éolien, c'est cool, mais en termes de maintenance... Alors, c'est pareil, les grandes éoliennes, c'est vrai, ça coûte cher à maintenir. Nos éoliennes, zéro maintenance. Pourquoi ? Parce qu'on utilise les mêmes roulements qu'on a sur les véhicules automobiles. Et autant que je sache, on n'entretient pas et on ne fait pas de la maintenance des roulements SKF, notamment qui sont sur l'automobile. Les aérolifts, c'est plus qu'un gadget, c'est une vraie solution. Non, c'est une vraie solution. La preuve, c'est que les clients, les 200 clients qu'on a installés, aujourd'hui... hormis des cas très spécifiques, parce qu'ils ne l'ont pas installé ou que ce n'était pas la volonté de produire de l'énergie, mais on n'a pas de retour négatif. Okay. Ça se saurait sur Internet, on le verrait. Hein. Les brevets, ça ne sert à rien. Tout se copie en Chine. Alors, c'est un peu vrai pour la Chine, c'est un peu vrai pour l'Inde. Nous, on a un ancien brevet, je ne l'ai pas actualisé, parce que un brevet, c'est sur le domaine public, on peut le regarder. Voilà. Donc, aujourd'hui, je garde un petit peu notre savoir-faire secret. Ouais. Un vrai entrepreneur dort moins de 6 heures par nuit. Alors, je dors 6 heures par nuit. Voilà. Je dois dire que je suis assez prolixe dans la nuit, puisqu'il y a peut-être quelque chose que tu ne sais pas, c'est que j'écris des chansons et j'écris des poèmes, notamment des poèmes d'amour. Donc, c'est vrai que je dors 6 heures par nuit et ça me va bien et ça me permet de réfléchir. C'est la nuit où on est le plus imaginatif et je trouve que voilà, la nuit porte conseil. Oui, ça c'est vrai. C'est plus facile de reprendre une entreprise que d'en monter une de zéro. C'est faux. Je crois que c'est une question de sensibilité. Il y a des gens qui sont plus créateurs et d'autres plus repreneurs. C'est en fonction de sa sensibilité. Moi, j'ai repris plus d'entreprises que j'en ai créées. Ok. Quand on travaille avec son fils, on parle plutôt boulot même au repas de famille. C'est vrai. Ça arrive trop souvent aux grandes dames de mon épouse. Les salons professionnels, ça ne marche plus comme avant. J'ai pas entendu. Les salons professionnels, ça ne marche plus comme avant. Oui, c'est vrai, on n'en fait plus. C'est vrai. Je pense qu'aujourd'hui, Internet a surpassé tous les salons. Aujourd'hui, il faut être présent, il faut avoir un bon website, il faut avoir de bons réseaux sociaux, il faut communiquer. Il y a YouTube, on est présent également. Voilà, sur tous les réseaux sociaux. Je pense que ça, c'est la meilleure vitrine. Et les gens ont pris l'habitude d'aller sur Internet et de chercher les informations. Et c'est pour ça qu'on est là aussi à travers ce podcast. Voilà, c'est un complément. Trop bien. Bah écoute, merci beaucoup Luc-Éric, je pense que c'était hyper enrichissant. Ton histoire, elle est quand même assez dingue et il y a beaucoup de choses à en tirer. Donc encore merci pour
ta confiance et merci d'être présent aujourd'hui avec nous. Merci Elie, ça m'a fait réellement plaisir. Merci.